Bienvenue à tous donc pour cette conférence qui va être consacrée au mystère de l'ADN poubelle. Dans sa grande majorité, donc l'ADN n'est pas codant, il ne commande pas la synthèse donc de l'une des multiples protéines qui composent notre organisme. Alors pendant longtemps, les scientifiques ont estimé qu'il ne servait à rien, mais est-ce vraiment le cas? C'est la question que nous allons poser donc à Kevin Yowie, que je vous demande d'applaudir. Donc il est médecin généticien, docteur en intelligence artificielle. Il est également donc responsable du laboratoire d'intelligence artificielle générative en santé à Hérios au CHU de Montpellier. Et les échanges vont être animés par Anne Jean-Blanc, responsable éditoriale de Futurapolis Santé, que l'on applaudit également donc avant de découvrir tous les mystères donc de l'ADN poubelle. Ah, ça vous rend curieux les poubelles, hein? Parce qu'un chercheur qui fait des poubelles, c'est effectivement pas le cas tous les jours. Et en plus, il en est fier. Alors, Kevin, merci d'être avec nous. Donc, vous fouillez les poubelles de la génétique, on va préciser quand même. Que cherchez-vous ? Merci Anne. Effectivement, nos poubelles parfois recueillent de trésors et je crois que c'est ça un petit peu ça l'enjeu, surtout quand finalement on n'a pas réussi à avoir il y a un certain temps l'opportunité justement pour le soin qu'on pouvait trouver dans cette fameuse poubelle. Avec cette petite image qui a été générée effectivement, je l'avoue, par intelligence artificielle, mais qui vous permet un petit peu de voir un petit peu l'idée, c'est qu'il y a un trésor. En tout cas, il y a une façon pour nous en tant que médecins et chercheurs d'essayer de comprendre les maladies rares pour lesquelles, bien sûr, moi, c'est ma préoccupation première. Effectivement, on va parler de ce concept que moi j'ai appris quand j'étais lycéen. Je sais pas vous, mais effectivement, mon professeur d'SVT, Monsieur Bali, me dit l'ADN, il est fait à 98% de poubelles. Et c'était un peu surprenant parce que de l'autre côté, on m'avait enseigné que Charles Darwin nous a dit que la sélection naturelle, elle aimait pas trop sélectionner des choses inutiles dans la vie. Et donc, c'était assez paradoxal et que finalement, déjà à l'époque, on se posait la question de cet intérêt. Donc, les poubelles auraient dû se vider au fil de l'histoire, au fil de l'évolution, normalement, si elles ne servaient à rien. Exactement. Et j'en profite juste pour découvrir un peu davantage. Qui a déjà entendu parler d'ADN poubelle? Levez la main, s'il vous plaît, dans l'audience. Ah oui, il y a quand même quelques personnes. Hein. Ah oui, il y a bien la moitié de la salle. Ravi. Vous êtes. On fait peut-être partie de la même génération, mais effectivement, on a enseigné ça pendant un petit moment, et donc peut-être que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est pour savoir un petit peu plus sur ce que vous avez pu apprendre et ce qu'on a appris ensemble. On a donc 2004, on arrive enfin à séquencer après 15 ans d'efforts intenses le premier génome humain. Effort fantastique, mais effectivement c'était pas facile de pouvoir déchiffrer les lettres de notre ADN. Notre génome, c'est un bouquin, et dans ce bouquin il y a plein de lettres, et on a réussi en 2004 à déchiffrer toutes les lettres. Mais c'est bien, on pensait qu'on avait tout compris, en fait on n'a pas tout compris. Et même pas grand-chose finalement. Et même pas grand-chose, exactement. Et c'était le début de cette aventure de recherche qui a visé à essayer de comprendre ce que c'était que les gènes, donc les mots. On a détecté les mots du livre. Et ça, on l'a fait pendant un certain nombre d'années, et c'était une avancée fantastique pour les maladies rares, parce que 72% des maladies rares sont d'origine génétique. Et effectivement, on a découvert un certain nombre de maladies. Quand on a trouvé la cause génétique de ces maladies, on peut penser aux prédispositions héréditaires au cancer. On peut penser à la mucoviscidose. On va en parler tout à l'heure avec une très belle conférence qui s'annonce, et je vous invite à y aller. Et puis, il y a aussi les maladies neurodégénératives comme la maladie de Huntington. Je vais tenter un autre sondage, si vous voulez bien, Anne. C'est qui a déjà regardé Dr House? Levez la main. Bon, oui, déjà plus, là, un peu plus que l'ADN poubelle. Grand succès. Et c'est ça, effectivement. Donc 13 qui est pas malade, mais qui est porteuse de cette variation pour la maladie de Huntington, et qui sait qu'elle va par la suite. Et ça, c'est des découvertes qui ont été faites donc à l'issue des années 95-2000, et on est dans tout ça. Donc fantastique.
Malgré tout, on reste dans une époque où malheureusement la majorité des personnes qui sont atteintes de maladies rares n'ont pas de diagnostic. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup à faire et beaucoup à essayer à avancer, parce que c'est pas satisfaisant, en tout cas pour moi et pour la communauté, de continuer à ne pas trouver des réponses pour tout le monde, et surtout pour une majorité de personnes souffrant de maladies rares. Et donc on a continué à avancer et on a dépassé un nouveau palier, qui est que avant c'était ultra difficile de lire les lettres de notre ADN, et depuis, je sais pas si ça se sait, mais depuis 2019, on peut maintenant séquencer le génome en entier. Oui, merci, vous m'entendrez mieux comme ça. On peut séquencer le génome en entier dans le soin, et ça, c'est une prouesse qu'on peut faire en France, et c'est dans très peu de pays qu'on peut faire ça. Et donc, en routine, aujourd'hui, pour un certain nombre de maladies, on peut proposer de regarder l'entièreté de l'ADN des patients afin de trouver une réponse et un diagnostic. Ça, c'est une prouesse, parce que pour nous, jusque-là, on était un petit peu des artisans, on faisait de la calligraphie, on détectait lettre par lettre et on arrivait à peu près à comprendre. Et maintenant, en fait, on est passé à un processus industriel où, en moins de 24 heures et pour 500 €, on peut maintenant à peu près aujourd'hui lire tout votre génome, on peut séquencer toutes les lettres de votre ADN dans le cadre du soin. Et ça, c'est une prouesse pour nous et une avancée pour la société. Et c'est vrai que ça, c'est super, mais on reste quand même, malgré qu'on lit tout l'ADN, dans le soin, on ne regarde que les 2% codants, donc c'est-à-dire les gènes et les protéines. Et ça reste malgré tout une limitation qu'on espère justement réussir à avancer. Alors justement, dans les 98% restants, comment est-ce que vous repérez ce qui pourrait être intéressant, ce qui mérite de sortir de la poubelle globalement? Alors ça, c'est la question. C'est la question, Anne. Et effectivement, avec mon équipe de recherche au LIRM, qui est un institut de recherche qui est pas très loin ici, ça fait déjà 20 ans, on s'attelle à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette poubelle et comment on peut utiliser l'IA pour aller plus loin et essayer de comprendre pourquoi cet élément-là pourrait finalement être plus intéressant qu'on ne le croyait. Et c'est vrai que les technologies ont avancé. Notre ADN, c'est 3 milliards de lettres, donc c'est beaucoup de données. Et ces données, elles sont de fait aujourd'hui de plus en plus présentes. On vit dans un monde de déluge de données, on a de plus en plus de données. Et la difficulté maintenant, c'est comment on va exploiter ces données, utiliser ces données pour le soin. Et c'est là où, en parallèle de cette amélioration des technologies pour pouvoir avoir finalement l'accès à la donnée, l'autre côté, c'est comment on va utiliser l'intelligence artificielle qui a progressé drastiquement ces 20 dernières années et qui nous aide à maintenant mieux comprendre cet ADN poubelle. Mais il faut quand même lui donner des indications pour qu'elle repère ce qui est intéressant, parce qu'elle ne peut pas trouver toute seule l'intelligence artificielle. Il y a vous derrière. Alors ça, c'est sûr que je pense qu'on ne peut pas se passer de l'humain, et ça, fort heureusement, et je pense que c'est pas demain la veille. Mais ce qui est vrai, c'est que je dirais que jusqu'à à peu près 2010, 2017 même, l'intelligence artificielle, on avait vraiment besoin d'être là derrière elle. Il fallait vraiment lui montrer les exemples et lui expliquer ce qu'on voulait qu'elle apprenne. Et vous l'avez probablement vécu avec l'arrivée de ChatGPT, ce qu'on appelle les transformers, le T de GPT, avec ces nouvelles IA qui apprennent par elles-mêmes. Et c'est ça qui est un petit peu l'enjeu aujourd'hui, c'est que avant on devait être, en tant qu'être humain, être là pour lui dire apprends ça, apprends ça, apprends ça. Et puis maintenant, ces IA, elles sont capables d'essayer d'apprendre par elles-mêmes et de plus avoir d'humains derrière qui vont l'accompagner à apprendre. Et ça, c'est un changement radical dans la performance de ces IA. Si vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez, comment vous pouvez guider l'intelligence artificielle? Parce que vous dites c'est poubelle, c'est 98%. Vous savez quand même ce que vous allez chercher. Comment vous avez fait pour avancer sur cette connaissance? C'est une très bonne question, Anne, parce qu'effectivement, c'est tout l'enjeu. Tout l'enjeu, c'est comment on va réussir à avancer. Et la réponse, elle est que finalement, nous, en tant qu'êtres humains, on a plein de réalités. On a plein de façons de voir le même problème. Et donc, ce qu'on a avancé, c'est qu'on a
commencé à ne plus regarder que l'ADN, on a regardé l'ARN, on en a parlé juste avant, on a regardé les protéines, on a regardé l'épigénétique. Voilà, je dis tous des mots qui vont être vus pendant cette... J'ai dit qu'on en parlera à la dernière session, oui. C'est ça, donc vraiment, finalement, on arrive à mieux comprendre la complexité du vivant. Et finalement, la complexité du vivant, on arrive maintenant avec l'intelligence artificielle à faire qu'à partir de l'ADN, est-ce que tu peux prédire ce que pourrait être l'épigénétique? Est-ce que tu pourrais prédire ce que pourrait être la transcription? Et en fait, finalement, c'est une façon d'essayer d'avancer et que l'intelligence artificielle, à partir de l'ADN, arrive à apprendre. En fonction de quoi? C'est parce qu'il y a la même séquence qu'on retrouve plusieurs fois et on se dit que celle-là, elle doit avoir un rôle parce qu'elle est quand même présente souvent? Exactement. On va avoir maintenant eu cette chance collectivement d'avoir agrégé un certain nombre de données et que ces données-là, finalement, on a l'ADN présent, mais également l'épigénétique, etc. Et donc, on va partir de l'ADN et essayer que l'IA arrive à prédire l'épigénétique, que l'IA arrive à prédire les autres éléments. Et ça, une fois qu'on arrive à faire ça, l'objectif, c'est d'aligner les planètes et de se dire que peut-être qu'on a suffisamment de faisceaux de preuves pour conclure à un diagnostic ou pour conclure à un élément de régulation de l'ADN dans cette poubelle qui finalement, peut-être que le recyclage peut être intéressant et que peut-être que là-dedans, finalement, il y avait peut-être de l'or et qu'on l'avait pas vu, quoi. C'est une collaboration mondiale. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cette composition de l'ADN poubelle. Alors c'est quelque chose qui vraiment, je dirais, qui revient maintenant, parce que maintenant qu'on est capable de regarder tout l'ADN à 100%, qu'on n'est pas capable de le comprendre, mais au moins qu'on est capable de le récupérer, de le mettre à disposition pour l'ensemble de la population. Et maintenant on a l'accès aux données. Et après, en France, on est le mieux connu pour le partage des données, mais à l'échelle internationale, il y a beaucoup de consortiums qui se sont mis en place pour agréger ces données et pour pouvoir justement que l'IA nous aide à comprendre. On peut avoir une évaluation de la quantité de données pour justement ces 98% d'ADN. Ça représente quoi? Non, mais juste pour... c'est difficile d'avoir une notion, de se dire, vous allez faire le tri dans quoi? La matière au départ, c'est combien? Quel volume? Quelle masse? Alors c'est sûr que on se doute que dans les 98%, il y a probablement des éléments qui vont être plus intéressants que d'autres à regarder. Là-dessus, on n'a pas encore déterminé, je crois, la proportion des éléments qui peuvent être intéressants. Par contre, on a identifié certains signes de ponctuation dans notre ADN, certains éléments de régulation dont on parle, qui sont des éléments où maintenant on a compris que si on devait vraiment regarder ce qui se passe, il y a des éléments qui donc sont non codants, qui a priori ne servent à rien, mais qu'en fait sont hyper importants pour être le chef d'orchestre de quand est-ce qu'un gène va être exprimé, quand est-ce qu'un gène va ne pas être exprimé. L'interrupteur. L'interrupteur, exactement. En fait, les interrupteurs sont présents dans l'ADN non codant. Et ces interrupteurs-là, ils sont clés pour essayer de comprendre pourquoi, dans toutes vos cellules, vous avez le même ADN, et pourtant, une cellule neuronale, une cellule du cœur, tout type de cellules sont différentes. Elles sont différentes alors qu'elles ont le même ADN. Et finalement, la clé de ça, c'est ce qu'on a compris ces 10 dernières années, c'est que la spécificité des cellules, en fait, elle est présente et elle est expliquée dans comment l'interaction à travers cet ADN non codant, cet ADN poubelle, est présente. Et finalement, si on fait le parallèle, voilà, en fait, finalement, la cellule fait le tri. Elle fait le tri des éléments pour pouvoir se dire, ok, ben là, ça va être plutôt la cellule neuronale, là, ça va être plutôt la cellule cardiaque. Moi, je vais m'y faire, Anne. Et on peut penser à terme, on peut évaluer à quelle proportion ce qui restera, on va dire, du tissu de support, c'est-à-dire du tissu vraiment inerte. On pense qu'il y a quand même une partie dans les chromosomes qui n'est là que pour comme tissu de support. Alors ça, c'est aussi une bonne question. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que l'ADN aujourd'hui, vous l'avez vu, et puis là, on l'a montré probablement avec justement cette affiche de Futurapolis où on voit les chromosomes. En fait, on a réparti l'ADN en 23 chromosomes. On les a nommés de 1 à 23 selon leur taille. Le premier, c'est le plus grand, et puis après, le plus petit, ça arrive comme ça.
finalement, ce qu'on a découvert ces 5, ces 10 dernières années, c'est que l'ADN, il n'est pas linéaire. C'est pas quelque chose de lisse. Et on est plutôt dans un collier de perles avec une organisation qui est très, très, très importante, qui, dès presque le début de la vie, quand on fait la fécondation et qu'on est la première cellule, il s'enclenche une organisation de la structure de l'ADN. C'est quelque chose qui existe à travers les espèces. Ça veut dire que assez rapidement, la cellule va créer l'organisation de l'ADN pour que l'ADN soit toujours au même endroit. Et cette structure 3D, elle redéfinit un petit peu la façon de voir l'ADN, parce que jusque-là, on l'a vu, effectivement, chromosome 1 à chromosome 23, les 23 bouquins, et on les a séparés de la sorte. Alors qu'en réalité, dans la cellule, dans la vie, en fait, ces 23 chromosomes, ils sont pas organisés comme ça. Il y en a certains qui sont plus proches, il y en a certains qui sont plus éloignés. Et donc, c'est ça qu'on a compris. Dans quelques années, on pourra plus faire cette jolie affiche avec les petits chromosomes qui courent les uns à côté des autres. Alors, c'est toujours une réalité qui existe et qui existera toujours, hein, par ailleurs. Mais peut-être qu'on aura d'autres façons de le visualiser. Je pense que on a visualisé donc cette double hélice qu'on connaît tous, qui est le cœur, et puis après on a visualisé celle-là exactement. Puis après on a visualisé les chromosomes, et maintenant finalement petit à petit on réinvente d'autres façons de voir l'ADN, parce que finalement la vie est plus complexe que souvent ce qu'on veut essayer de percevoir. Et je crois que la clé, effectivement, je dirais de demain, c'est de réussir cette transition vers plus l'ADN linéaire, mais l'ADN qu'on va comprendre dans sa partie de 3 dimensions. Et on va faire ce saut comme nous on a fait, par exemple en infographie, on est passé de la 2D à la 3D. Là, on va passer à la 3D dans l'interprétation du génome. Et passer à la 3D va nous permettre, je l'espère, en tout cas, on a pas mal d'exemples qui peuvent maintenant être représentatifs du fait que ça va nous être utile pour le soin et la recherche. Vous travaillez beaucoup, mais qu'est-ce que vous avez trouvé de pratique pour les patients? Qu'est-ce qu'on peut attendre demain de vos recherches? Il faut quand même que ça serve à quelque chose d'aller fouiller les poubelles. Ça c'est certain. Alors, avec notre équipe de recherche, on a travaillé à comprendre comment ça se fait qu'une cellule, qui est une cellule qui pourrait devenir ce qu'elle voudrait, comment ça va se passer, quels sont les éléments du point de vue de l'ADN poubelle, l'ADN non codant, qui va être utile pour qu'elle devienne un neurone. On a fait beaucoup d'analyses, on a utilisé l'IA, on a récupéré pas mal de données pour essayer de comprendre ce qui se passe là. Et ça, c'est les premières briques pour essayer finalement d'observer quels sont les éléments importants pour qu'une cellule devienne un neurone. Et si on a compris ça, est-ce qu'on peut du coup analyser ces éléments-là plus précisément pour trouver des nouveaux diagnostics ou des nouvelles thérapies à l'avenir. Voir prédire plus à l'avance des neurones qui tourneraient mal, entre guillemets. C'est toute la question, effectivement, parce que finalement, on a pu, et puis c'était le prix Nobel de l'année dernière, on a maintenant AlphaFold, l'équipe de Google qui a réussi à bien comprendre comment on peut, à partir de l'ADN, faire des protéines et comprendre quelle forme elles vont avoir. Ça, c'est fantastique. Donc, mais c'est que le monde du codant. Donc, on sait que ces protéines, comment elles vont être et comment elles vont agir, on comprend de plus en plus, en tout cas. Par contre, savoir si ces protéines, elles vont à un moment marcher, d'autres moments ne pas marcher, à quel moment, un peu comme un orchestre avec une symphonie, avec quand est-ce qu'il faut mettre cette note, quand est-ce qu'il faut plutôt faire un silence, quand est-ce qu'il faut faire plutôt accélérer. Cette partition, elle est dans l'ADN non codante. Elle est là. Après, on n'a pas réussi à totalement la déchiffrer, mais on espère que l'IA nous permettra de le faire. Un espoir à quel terme, justement, pour les neurones? Après, on va peut-être parler d'autres pathologies sur lesquelles vous avez travaillé, mais pour les neurones? Alors, pour les neurones, alors c'est des études en cours, donc c'est toujours l'enjeu de la recherche, mais effectivement, on travaille parce qu'effectivement, on a en France cette chance d'avoir pu donc faire depuis 2019 l'ensemble de ces séquençages de génome qui sont disponibles dans une base de données nationale, et donc on a sollicité cette base de données nationale pour pouvoir trouver des nouveaux diagnostics. Donc on a entraîné des modèles d'IA pour comprendre et savoir quelles sont les régions qui sont intéressantes, et on aimerait maintenant se confronter aux soins et justement de se dire est-ce que les modèles qu'on a pu construire, est-ce qu'ils peuvent trouver des nouveaux diagnostics? Et ça, c'est la temporalité de cette année. J'espère que
à l'occasion d'un futur événement, j'aurai des belles annonces à vous donner. Alors, pour quelle pathologie, par exemple? C'est des maladies neurodégénératives, ça pourrait être pour Alzheimer, ça pourrait être, je sais pas, sclérose en plaques. Lesquelles sont les plus avancées? En sachant qu'évidemment, c'est pas pour demain, mais ça avance plutôt où? Alors ça aussi c'est une très bonne question. C'est vrai que cet ADN poubelle, l'ADN non codant, il touche l'ensemble des maladies parce qu'effectivement des maladies génétiques et effectivement dans le côté de l'avancement il y a plein d'exemples qui ont démontré son utilité. Je crois que l'exemple le plus frappant, c'est un exemple qui a été publié dans la revue Cell en 2015. Où dans cette revue, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des ciseaux moléculaires, ce qu'on appelle CRISPR-Cas9. Je ne sais pas si dans l'audience vous savez ce que c'est que CRISPR-Cas9. Levez la main si vous savez ce que c'est. Ah ouais, ils sont cultivés. Hein. Ah, on a une audience super cultivée, Anne, clairement. Rapidement, pour ceux qui n'ont pas levé la main, CRISPR-Cas9, c'est une invention fantastique, le prix Nobel de 2022 de chimie. Dont une Française. Dont une Française, Emmanuelle Charpentier. Et en fait, on a réussi à apprendre des bactéries. Et puis maintenant, on est capable finalement, de façon assez fiable, de déterminer à quel endroit du génome de notre ADN on aimerait modifier. Et ça, aujourd'hui, on peut le faire, alors que clairement, il y a 10 ans, on ne pensait pas que ce serait faisable. Et ça, c'est une grosse modification. Donc cette technologie-là, elle est vraiment utile pour savoir quels sont les endroits dans l'ADN poubelle, ADN non codant, qui sont utiles ou pas. Et donc, on a pu résoudre des énigmes diagnostiques, comme par exemple des maladies osseuses constitutionnelles. On ne savait pas pourquoi certains patients avaient des doigts qui étaient par exemple soudés. On s'est posé la question, mais on n'a pas trouvé de réponse. Et ben, la recherche a réussi à comprendre parce que c'était pas un problème de gène, c'était un problème de régulation de gènes. Et donc là, c'est vraiment le fait d'avoir utilisé ces ciseaux moléculaires qui ont vraiment juste retiré un élément de l'ADN qui est ce qu'on appelle un insulateur. C'est des éléments... Un insulateur. Un insulateur. C'est comme dans le nom, donc c'est l'idée d'isoler. Voilà, on a des endroits de l'ADN qui doivent être isolés. Et si jamais finalement ces barrières de l'ADN ne sont pas respectées, ça va complètement changer, déréguler l'organisation de notre ADN, et ça fait ce type de maladie, ce qui fait que des doigts peuvent être fusionnés parce que finalement on ne pouvait plus, cette partition était cassée, et du coup les cellules ne savaient plus quoi faire parce que cet élément-là qui découpe l'organisation du développement de la vie avait été retiré. En dehors de pouvoir faire du dépistage plus rapide, est-ce que ça va aussi donner des cibles pour de nouvelles thérapies? Alors ça, je dirais que c'est déjà le présent, parce qu'effectivement, on a maintenant un traitement qui est basé uniquement sur agir sur justement ces éléments de régulation de l'ADN poubelle. Ce traitement, il s'appelle le Casgevy. C'est un traitement qui est pour les maladies de l'hémoglobine, la drépanocytose et la thalassémie. Qui sont des maladies très fréquentes dans le bassin méditerranéen. Tout à fait, exactement. Toujours, ça, c'est vrai que c'est et parfois on a des patients qui malheureusement ont des formes sévères, très graves de ces maladies-là. Et ce traitement a été validé par la HAS avec une amélioration du service rendu de niveau 5, donc le maximum. Et qui n'est pas encore remboursé, mais j'espère que ça ne saurait tarder. Mais effectivement, comment marche le médicament? Ce médicament, il utilise ces ciseaux moléculaires pour pouvoir agir sur un élément qui régule un gène. Et ce gène-là, il est important parce que c'est lui qui est garant de ce qu'on appelle l'hémoglobine fétale. On a dans la drépanocytose et dans la thalassémie, notre problème, c'est qu'on a l'hémoglobine qui est la protéine qui prend l'oxygène. Donne le rouge, des globules rouges. Exactement, et qui va récupérer l'oxygène et le fer et qui va permettre d'oxygéner tout ça. Malheureusement, celle-ci, elle ne fonctionne pas bien. Mais ce qu'on sait moins, c'est que quand on est fœtus, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore né, il y a une autre hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine fétale qui est présente et qui, elle, quand on grandit, s'éteint. Mais finalement, elle fonctionne. Elle fonctionne, et donc tout l'enjeu de ce traitement, c'est d'aller réactiver cette hémoglobine fétale qui
normalement, quand on devient adulte, enfin en tout cas quand on grandit, même quand on est enfant, ne devrait pas fonctionner, mais qui finalement là, on va tout faire pour justement la refaire fonctionner, et qui a démontré son efficacité et une amélioration du traitement donc de ces patients-là. Et donc vraiment, il y a bien sûr d'autres études cliniques qui sont en cours, oui, sur un certain nombre d'autres maladies, et on est à cette. Vous en donnez un ou d'autres exemples, et puis après on donnera la parole à la salle. Allez, on fait ça. Effectivement, là, il y a une étude de phase 3 sur la maladie qu'on appelle l'angioedème. On a des gonflements qui se passent un peu partout, et ça peut être mortel parfois, parce que ça peut carrément nous étouffer. Et aujourd'hui, là, actuellement, il y a dans le même mécanisme, en utilisant ces éléments de régulation, en agissant sur elles. L'idée, c'est de réduire ces crises qui sont intenses et dont l'objectif, c'est d'améliorer le soin de demain. Et je crois que c'est comme souvent dans la recherche qu'on a vu aujourd'hui et qui arrive jusqu'aux soins, c'est que mieux comprendre le vivant, ça nous permet de trouver des pistes pour ensuite demain trouver nos traitements. Et ça, on a la chance, en tout cas en France et à Montpellier, de pouvoir contribuer à faire qu'on avance sur ces sujets. Et puis j'espère que dans 5, 10, 15 ans, ça va tellement vite, finalement, on va avoir peut-être des maladies qu'on pensait incurables et qui aujourd'hui seraient finalement enfin... un dernier exemple, juste un nom de maladie comme ça. Allez, Justin. Justin, parce que c'est un élément qui est important pour moi. Moi, je m'occupe des maladies neurodégénératives, malheureusement des maladies qui sont terribles. Et on vient me voir souvent parce que dans la famille, il y a cette maladie et on se pose la question si moi je peux l'avoir ou pas. Et donc, c'est annoncer des maladies qui sont difficiles. Mais aujourd'hui, ça y est, il commence à avoir des études cliniques qui commencent à faire leurs preuves sur certains types de maladies, notamment donc cette maladie de Huntington dont on a parlé tout à l'heure. Et donc c'est des résultats prometteurs. On n'est pas encore au stade où on va pouvoir le prescrire, mais ça y est, pour moi, de façon personnelle, ça me donne un espoir, et un espoir qui me dit que de mon vivant, de ma pratique, je vivrai cette réalité qui est qu'on sera capable de pouvoir guérir de maladies génétiques. Formidable, bravo. Oui, on vous applaudit parce que vraiment c'est fabuleux. Je n'ai pas d'autres mots, mais c'est plein d'espoir. Alors j'imagine que vous avez des questions ou des demandes de précision, donc n'hésitez pas à lever la main. Je vois plusieurs mains qui se lèvent, donc on va peut-être commencer par vous, madame. Le micro est sur votre droite et... Voilà, et je pense, docteur Kevin Howie, que tout à l'heure, vous répondrez aussi aux questions au premier étage. On vous écoute. Bonjour. Je voudrais savoir, dans les greffes d'organes, il y a 2 ADN qui se juxtaposent, non? L'ADN du donneur et celui du receveur. Et comment ça se passe par rapport... c'est les anti-rejets qui font faire bon ménage ou quoi? Alors ça, c'est effectivement sur la question de la greffe, avec le fait de cohabiter 2 ADN. Voilà, c'est ça. Alors, c'est moi mon expertise, mais en tant que généticien, ça m'intéresse. Ce qui est vrai, c'est que dans ce thème-là, on espère fort que aujourd'hui, quand on fait une greffe, on vérifie un certain nombre d'anticorps. On vérifie ces anticorps pour savoir si on est compatible. L'étape d'après, vu qu'aujourd'hui on est capable d'avoir davantage de façons de voir le même problème, c'est que peut-être qu'on pourrait utiliser l'ADN pour faire un meilleur appariement, pour réduire le rejet. Et donc ça, c'est des éléments d'un certain de mes collègues qui travaillent à Paris, Laurent Ménard, sur le sujet, sur comment on arrive à améliorer l'allogreffe, comment on arrive à augmenter ces pourcentages-là. Et moi, j'espère fort que l'ADN nous permettra un jour de pouvoir améliorer ça. Et d'ailleurs, quand on va faire ça, on va utiliser beaucoup l'ADN poubelle pour apparier. Donc c'est pas aujourd'hui, mais on espère que ça sera possible demain. Merci beaucoup. Une deuxième question? On vous écoute. Oui, bonjour. Concernant donc l'ADN poubelle et les 98% qui sont quand même énormes, donc là vous avez parlé de la régulation des 2% qui codent. Est-ce qu'il y a d'autres pistes également? Est-ce qu'on pourrait imaginer des choses qu'on n'est pas du tout prévues pour le moment et qui seraient quand même très très importantes dans la vie cellulaire? C'est sûr que justement, c'était pour ça que la question d'Anne était intéressante. C'était, mais alors quels sont les endroits intéressants à regarder dans l'ADN? Alors, je pense qu'on a commencé à comprendre, mais je pense qu'on est loin d'avoir tout compris.
Et puis moi, je suis hyper surpris parce que tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on découvre une réalité que je connaissais pas et qui fait que on va pouvoir revenir sur les analyses qu'on a fait précédemment et peut-être qu'on pourrait trouver des réponses maintenant. Donc moi, j'espère qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on connaît pas et beaucoup de choses qui vont nous permettre d'avancer. Et je crois qu'en tout cas, jusque-là, la recherche, comme elle avance de plus en plus vite, j'espère que dans quelques années, il y aura plein de belles annonces à proposer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à trouver encore. Merci beaucoup. Alors, on va partir de l'autre côté de l'amphi, au fond, s'il vous plaît. Là, maintenant. Ah ouais, putain, merde. Allez-y. Les troubles psychiatriques liés à des causes génétiques, ça a quelque chose à voir avec l'ADN ou pas? Ah, ça c'est aussi une question. Alors, je sais qu'il y a une session, il y a eu une session ce matin. Alors, moi, est-ce qu'il y a des études qui existent dans ce qu'on appelle l'héritabilité? Ça, c'est des études qui ont été faites dans les années 80, donc il y a longtemps. Et ce qui se passe, c'est qu'on a regardé des cohortes de jumeaux. Donc les jumeaux ont le même ADN. Et finalement, on s'est posé la question à quel point ces jumeaux partageaient les mêmes maladies. Et ça, on a fait ces études-là dans le cadre, par exemple, de troubles du spectre de l'autisme et ce genre de choses. Et on a remarqué qu'il y avait une part d'héritabilité importante. Ça veut dire que quelque part, on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'héritable, peut-être probablement de génétique, ou plutôt j'ai envie de dire, de génomique. Justement, on va quitter les gènes pour aller vers le génome qui est vraiment, justement, prendre en compte cet ADN non codant. Et moi, mon sentiment, c'est que l'héritabilité de ces maladies, on les a pas encore comprises et que peut-être qu'on va réussir à comprendre ça en analysant l'ADN non codant. Mais on n'y est pas encore et peut-être que dans quelques années, je vous dirai qu'on a avancé sur le sujet. Faudra revenir, hein, Kevin. Alors, on va prendre la question de monsieur. Allez-y. Le micro arrive tout de suite vers vous. Oui, est-ce que l'ADN poubelle est lié au phénomène inflammatoire? Ça, c'est sur l'inflammation. Il y a plusieurs éléments autour de tout ça. Puis je vois qu'il y a Isabelle Twitou ici, donc je pense qu'il connaît bien mieux que moi tout ça. Mais Isabelle, je me permets, je vais essayer de répondre. On pense en tout cas que les éléments de régulation des gènes, c'est important dans l'immunité, l'inflammation, parce que c'est un équilibre. Après, aujourd'hui, spécifiquement, j'ai pas vraiment d'éléments concrets à vous dire, donc ça c'est plus une intuition. Mais aujourd'hui, on n'a pas tout compris sur le sujet, et peut-être que dans quelques temps j'aurai des choses à vous dire, mais aujourd'hui j'ai pas d'informations particulières. Merci. Alors, on va partir de l'autre côté. Allez-y. Ouais, On vous écoute. Alors. Oui, allez-y, je vous en prie. Ma question est, quelles sont vos avancées de recherche de l'ADN sur la maladie d'Alzheimer? Puisque vous avez dit que vous vous occupiez des maladies dégénératives. Qui est votre spécialité? Alors effectivement, alors moi c'est vrai que c'est dans les maladies dégénératives, c'est pas celle dont je suis le plus expert malgré tout. J'ai mes collègues donc au CHU de Rouen qui sont extrêmement avancés sur le sujet. Et en plus, on parlait justement d'ADN poubelle. Nous, il y a pas mal d'éléments dont on arrive à mieux comprendre ce qui se passe, et notamment on a pu observer certains endroits de l'ADN poubelle qui pouvaient être importants dans l'apparition de cette maladie. Donc ça, on arrive à mieux comprendre, je dirais, un peu plus les mécanismes. Et ces mécanismes, parmi les mécanismes de la maladie d'Alzheimer, il y a un impact dans la régulation de certains gènes qui existent. Après, je dirais qu'on a avancé sur le diagnostic de formes de maladie d'Alzheimer jeunes, dans ce qui est vraiment apparu avant 50 ans. Là, donc c'est vraiment pas anodin. Et donc là, aujourd'hui, on a découvert un certain nombre de causes génétiques qui expliquent ça. Mais on est encore aujourd'hui, malheureusement, pas assez sûr de quand on a la maladie d'Alzheimer un peu plus tard, à 60, 70 ans. Ça, on a moins d'éléments de preuve génétiques. On sait qu'il y a des facteurs de risque, mais on n'a pas compris à 100% des éléments qui peuvent devenir du soin.
Et je sais qu'on avance, je sais qu'il y a des collègues justement au CHU de Rouen qui sont très avancés, mais on n'est pas encore prêt à faire cette transition vers le soin pour la maladie d'Alzheimer qui est plutôt qui arrive après 70 ans, mais avant 60 ans, 50 ans. Aujourd'hui, on a trouvé des causes génétiques qui expliquent ces maladies. Merci. Alors, une toute dernière question, il nous reste 30 secondes. Allez-y. Question courte et réponse courte, s'il vous plaît. Ok. Une petite question. Est-ce que l'ADN, c'est quelque chose qui est stable? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le même nombre de lettres aujourd'hui qu'il y a, j'en sais rien, 100 000 ans, quand on fuyait devant les félins? Et est-ce qu'on aura autant de lettres dans 100 000 ans, enfin, si on n'a pas brûlé la planète, bien sûr, qu'aujourd'hui? L'ADN, il a une part d'instabilité, c'est l'idée de justement pouvoir évoluer dans l'évolution, mais 100 000 ans, c'est pas beaucoup dans l'évolution de la vie, donc je dirais que peut-être pas autant d'écart. Merci beaucoup, on vous applaudit. Merci. Très très fort. Merci. Comment vous remercier? Voilà, pour tous ces messages porteurs d'espoir. Merci vraiment. Je pense que vous acceptez de répondre à quelques questions supplémentaires au premier étage. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes donc pour une conférence qui va porter sur la géniale thérapie génique. Donc surtout, vous restez avec nous, c'est encore plein de promesses. Merci beaucoup.